Bienvenue à l'Assemblée et je passe la parole à monsieur Alain Clément. Bon, bonsoir. Je remercie Claude de m'accueillir ce soir, mais c'est comme tu l'as dit, je suis président de Grand 60 agglomération et Crouy est une des 28 communes du territoire. Merci tout d'abord à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce projet d'écoquartier des Clémentins. Ça me permet aussi de revoir des têtes connues que je connais depuis presque 60 ans. Hein. Et ça me fait toujours plaisir de se rencontrer, même si, comme tu dis, on ne partage pas tout le temps les mêmes idées, je pense qu'on a la même vision. Donc, sans prendre trop de la parole, je voudrais tout d'abord vous préciser que c'est l'origine et l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous parler des aménagements, puis plus globalement, vous parler aussi du phasage du projet. C'est un projet d'aménagement, comme chacun le sait, qui est le fruit d'un très long, puisque moi j'ai été élu en 2014, et ça fait déjà plusieurs années que ce projet était prévu, et qui aujourd'hui doit répondre à une demande de plus en plus croissante de logement, de besoins de logement pour les Soissonnais, mais plus globalement des gens qui viennent pas forcément de Soissons, des personnes qui viennent de l'extérieur et qui sont demandeurs de logement et parfois même de logements individuels. Ce projet, vous le savez, c'est 396 logements, dont 162 logements individuels. C'est quelque chose d'assez exceptionnel quand vous saurez dans quelques minutes qu'on doit consommer de moins en moins de foncier dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que notre territoire est revenu dans les radars, puisque c'est vrai que si je prends le cas de Soissons, il n'y a pratiquement plus de maisons à vendre. Vous savez que la Covid a accéléré le phénomène, et que c'est vraiment une opportunité à la fois pour Crouy, mais aussi pour le territoire, de pouvoir voir arriver de nouveaux habitants. Ce projet aussi, on en dira deux mots, permet de renforcer le parcours résidentiel, avec des logements individuels, j'en ai parlé, mais aussi des logements semi-collectifs et collectifs, des logements aidés. Et je voudrais préciser que le logement aidé, c'est pas un gros mot, parce que moi, personnellement, j'ai commencé mon parcours résidentiel dans du logement aidé. À l'époque, je peux même dire, je me souviens, c'était un F1 bis. Vous voyez, c'était pas très grand. Et puis, progressivement, F1 bis, F2, F3, F4, jusqu'à avoir une petite maison, puis habiter maintenant 60. Donc, c'est pas une grossièreté des logements aidés, surtout qu'ils sont... Il n'y a pas un gros taux sur ce projet, puisque seulement 25% du parc seront en logement aidé, et encore avec des résidences en béguinage pour nos seniors. Donc, ça ne va pas bouleverser les équilibres de Crouy. Ce projet, bien sûr, s'inscrit dans la nécessaire sobriété foncière, avec, vous le savez, le législateur qui va imposer sur l'horizon 2030-2050 zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit de prendre de terres agricoles, notamment, pour construire. Je voudrais aussi préciser que ce projet, contrairement à d'autres projets de logement, est un effort financier très, très important de la collectivité, et notamment de Grand 60 agglomération, puisque, in fine, ce sera près de 5 millions d'euros qui seront apportés sur ce projet par Grand 60 agglomération. Donc vous voyez, c'est un effort colossal. L'objectif de ce projet, vous l'avez compris, c'est offrir des solutions de logement qui soient adaptées, modernes, très peu gourmands en énergie, et comment, et pour une agglomération toujours plus attractive et toujours plus accessible, puisque ces logements doivent pouvoir permettre l'accession à la propriété. Il est évident que les 396 logements ne vont pas sortir de terre en quelques mois, et la première phase dont on va vous parler, puis on vous parlera des autres phases, concerne 73 logements. Je vous rappelle également, une fois que vous aurez la présentation du projet, une fois qu'on aura répondu peut-être à vos questions, peut-être pas à toutes vos questions, plutôt que d'interpeller les réseaux sociaux, comme parfois on est tenté de le faire, c'est bien sûr de vous adresser au service de la mairie de Crouy, vous adresser aussi au service de la collectivité du Grand 60 agglomération, de la CEDA, qui est le concessionnaire, qui sont bien évidemment à votre écoute et prêts à répondre à toutes vos questions.
Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. Et si vous le permettez, maintenant, on va penser à la présentation du projet. Merci. Vous pouvez nous présenter tous les gens? Alors, allons-y. Donc, Simon Buzyn, qui est mon directeur de cabinet. Laurent Vieille, qui est le directeur général des services de la ville de Soissons et de Grand Soissons Agglomération. Héloïse Le Turc, responsable d'opération à la CEDA, chargée de projet concessionnaire. Assa Debo, paysagiste urbaniste de l'atelier Herval à Crépy-en-Valois, mandataire de l'équipe de maîtriseurs qui est constituée d'Urbaneco pour la partie environnementale et AREA, qui est un bureau d'études donc VRD qui travaille avec nous sur le dossier. Nathalie Tanière, directrice de la CEDA. Et Romain Maurice, directeur du service Habitat et gens du voyage au Grand Soissons Agglomération. Et je tiens également à excuser le vice-président à l'habitat, Philippe Derame, qui a le Covid, donc qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais qui est l'élu en charge du suivi et du pilotage de ce dossier à Grand Soissons Agglomération en tant que vice-président à l'habitat. Donc pour commencer, je vais faire un petit point de contexte sur ce qui explique pourquoi le choix a été fait de construire à terme 400 logements à cet endroit-là et plus largement dans la commune de Crouy. Donc ça partait du constat... Il y a plusieurs éléments à ça. Le point principal, M. Crémont en a parlé, c'est les questions de démographie et du fait que Soissons et le Soissonnais sont revenus, entre guillemets, sont revenus dans les radars des investisseurs, que ce soit pour le développement économique, qui se traduit également par un intérêt et des besoins en logement pour la population. Donc après une trentaine d'années de baisse de la population sur le territoire du Soissonnais des années 80 à la fin des années 2000, qui allait avec les fermetures multiples d'usines que vous avez connues, on constate depuis une dizaine d'années une stabilisation de la population, alors même qu'il y a de moins en moins d'enfants qui naissent sur le territoire. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui en partent du territoire et que l'équilibre en termes de migration entre les personnes qui rentrent sur le territoire et les personnes qui sortent du territoire est devenu positif à Grand Soissons Agglomération, ce qui n'était plus du tout le cas dans les 30 ans précédents 2010, des années 80 à la fin des années 2000. Ce qu'on constate aussi, il y a un besoin de logement, c'est pas simplement pour des questions purement démographiques, c'est aussi pour ce que dans le jargon on appelle le desserrement des ménages, c'est-à-dire que dans un logement, il y a progressivement de moins en moins de personnes qui habitent dans chacun de ces logements. En 99, il y avait en moyenne 2,5 habitants par logement sur la commune de Crouy. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2,15. Et on voit que cette tendance à la baisse continue. Sur Soissons, qui est la ville-centre, on est plutôt autour de 1,9 habitants par logement. Donc de fait, s'il y a de moins en moins d'habitants par logement, avec une population qui se stabilise, voire augmente un peu, ça veut dire qu'il y a besoin d'autant plus de logements. Et ça a été également évoqué par M. Crémont, il y a une thématique de plus en plus prégnante, c'est la volonté posée à la fois au niveau européen, national et qui se décline au niveau local, de limiter l'étalement urbain, donc le grignotage des terres naturelles et agricoles, donc la volonté vraiment de concentrer les nouveaux développements dans certains quartiers spécifiques qui sont intégrés dans le tissu urbain qui existe déjà, comme c'est le cas ici, où on est vraiment à l'interface entre le centre-bourg de Crouy, le quartier des Clémensins et un petit peu plus loin l'avenue de Laon qui mène très rapidement vers le centre-ville de Soissons. Donc ça évite, l'objectif c'est que ces 400 logements, au lieu qu'ils se fassent dans un périmètre de 30-40 km autour de Soissons, en diffus comme on dit, et ben c'est qu'on concentre ces développements à cet endroit-là et qu'on propose une offre qui soit attractive pour les habitants et qui soit diversifiée, d'où la volonté de faire de la maison individuelle, comme ça a été également évoqué par M. Crémont. Et ça recroise ce que ce que je viens de dire, également pour répondre à des besoins plus qualitatifs qui sont identifiés sur le territoire, à savoir une volonté et un besoin des jeunes ménages de trouver un logement et d'accéder à la propriété.
D'où la volonté également, comme ça a été dit, de faire une large part à l'accession à la propriété avec une volonté de maîtriser les prix de sortie. C'est pour ça que Grand Soissons Agglomération porte et apporte une aide financière importante. C'est pas simplement pour que le projet sorte, mais c'est pour qu'il sorte et qu'il sorte à des prix qui restent abordables à la population soissonnaise. Que ce soit des jeunes ménages ou des ménages plus âgés, bien sûr. Ça m'emmène vers la deuxième ligne où je mentionne justement la volonté et les besoins de logement des personnes âgées sur le territoire, à la fois pour les logements, l'ensemble des logements qui vont être réalisés, dont une bonne partie sera de la maison de plein pied, les logements qui vont être réalisés en rez-de-chaussée dans les petits collectifs, ou les logements dits intermédiaires seront accessibles également pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap ou les personnes en perte d'autonomie liée à l'âge. Et également, il y aura une dizaine ou une petite vingtaine de logements, ça reste encore à définir, qui sera spécifique pour faire du béguinage, donc vraiment du logement où il y aura un accompagnement des personnes âgées qui vivront dans ces logements. Également, ça a également été mentionné par Monsieur le Président, la volonté d'avoir une mixité sociale sur le territoire, parce que plus de 70% des Soissonnais sont éligibles au logement locatif social sur le territoire. Donc l'idée c'est également de les maintenir sur le territoire et de leur offrir des opportunités de logement qui, entre guillemets, mettent le pied à l'étrier, comme ça a également été déjà dit, et qui apportent un soutien important soit pour démarrer dans la vie, soit tout simplement parce on a des difficultés à trouver un logement dans le parc privé. Et ça a également déjà été mentionné sur le fait que c'est un projet, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on s'est relativement défini sur la phase 1, mais ça reste un projet évolutif potentiellement dans le temps, selon l'évolution conjoncturelle. On voit aujourd'hui que l'essence dépasse les 2 €, si demain il est à 4 €, ça veut dire que les pratiques de vie vont peut-être changer très rapidement. On sera en capacité de s'adapter également aux potentielles nouvelles modalités, nouveaux souhaits de vie qu'on aura sur le territoire au regard des évolutions qu'on va connaître dans les 10 à 15 prochaines années. Et également en termes de demande quantitative en termes de logement. Monsieur Crémon l'a également déjà dit, 146, un peu plus de 35%, un gros tiers des logements qui seront de la maison individuelle. Il y a une petite partie qui sera également du terrain à bâtir, qui va être mise en vente. À l'heure actuelle, ce sera 16 terrains à bâtir qui seront au nord-est du quartier. On vous présentera les plans juste après. Et le reste, une bonne moitié des logements qui seront soit du petit collectif, qui sera du R+2, donc rez-de-chaussée plus 2 étages, voire 3 étages maximum. Donc ça fait des immeubles d'une douzaine de mètres de hauteur. Et une autre partie qui est du logement dit intermédiaire, c'est-à-dire quelque part de la maison individuelle superposée. C'est-à-dire que dans le collectif, on a des cages d'escalier ou des dessertes, des montées d'escalier ou d'autres types de dessertes qui permettent de rentrer dans plusieurs appartements. Avec l'intermédiaire, même si c'est du logement superposé, chacun garde son entrée individuelle. Donc je vais bientôt laisser la parole à l'aménageur et à l'architecte en chef de la zone. Donc pour vous dire que Grand Soissons Agglomération n'aménage pas seul cette zone. On a fait appel à un aménageur, à savoir la CEDA, donc représentée ce soir par Madame Tanière, sa directrice, et Héloïse Le Turc. Donc il y a un traité de concession qui a été signé en septembre 2017 avec cette société, qui est une société d'économie mixte du département, donc qui appartient en partie au conseil départemental et à d'autres collectivités locales. Le budget global de l'aménagement, c'est plus de 7 millions d'euros de travaux d'aménagement, qui, je ne l'ai pas mis sur cette diapositive, mais il y a également je le mentionne là en tant que participation de l'agglo, à hauteur de 1 million d'euros pour l'enfouissement de la ligne électrique à haute tension qui traverse la zone, sachant que les coûts de travaux totaux, on sera autour de 1,5 million d'euros, le reste étant pris en charge par RTE, le gestionnaire du réseau. Et également une bonne part
les dépenses qui seront liées à l'aménagement de ce qu'on appelle le bois des étangs, donc la zone naturelle qui se situe autour des étangs. On vous présentera les différents plans et projets d'aménagement. Donc voilà, je vais laisser la parole à la CEDA qui va vous présenter l'équipe de maîtrise d'œuvre. Bonjour à tous. Donc, pour poursuivre l'aventure, nous, on a, par le biais d'un marché public, attribué la maîtrise d'œuvre à un groupement. Donc, vous avez Arval qui est en charge, c'est architecte paysagiste qui est en charge vraiment de l'aspect global du projet. Vous avez AREA qui est vraiment un bureau technique qui va être là pour les réseaux, les voies réseaux divers. Et Urban Eco qui est là pour nous accompagner parce que nous ne l'oublions pas, le quartier est en voie de labellisation écoquartier. Donc tout l'aspect environnemental de ce quartier. Donc, alors là, on a fait un point rapide sur le planning à venir, sur les étapes qui arrivent très prochainement. Donc à l'heure actuelle, en 2021, l'année dernière, on a terminé toutes les études préopérationnelles, donc tout ce qui est dossier environnemental et autres. À l'heure actuelle, on a choisi l'équipe pour réaliser les travaux d'aménagement, qui est Eiffage Travaux Publics, et qui devrait commencer très prochainement. Donc on n'est pas là à aménager toute la zone, on est vraiment à la phase 1, qui vous sera présentée très rapidement. En automne, hiver 2022-2023, vous aurez tout l'aspect plantation et aménagement du parc, donc la partie basse du projet. Et nous, à l'heure actuelle, on va lancer très prochainement la pré-commercialisation des logements VEFA, parce que la CEDA est également promoteur sur la phase numéro 1 du projet. Donc, la pré-commercialisation, ça consiste à vendre les logements sur plan. On ne construit pas les logements, on attend justement d'avoir des potentiels acquéreurs avant de construire. Et seulement à partir du moment où on aura vendu 70% de ces logements-là, on pourra commencer les travaux. Donc si tout se passe bien, la commercialisation se terminerait mi-d'année 2023 et les travaux commenceraient directement après pour le bâti. Et enfin, de ce fait, si la commercialisation fonctionne, on aurait une livraison pour fin 2024. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Madame Devovre pour présenter tout l'aspect du projet. Et j'ajoute donc ça veut dire qu'après une bonne dizaine d'années d'études, les premiers engins de chantier vont donc rentrer sur la zone en question courant du mois de début mai de cette année. Donc les travaux commencent sur le terrain début mai, d'aménagement, de préparation du terrain, et les travaux de construction des logements, si la commercialisation se passe bien, commenceraient en milieu d'année, l'été 2023. Oui, effectivement, et nous-mêmes, nous sommes arrivés sur un dossier qui avait déjà été travaillé, et notamment par Corajou, donc effectivement un des plans et des premières lignes qui avaient déjà été tracées avant même notre arrivée donc, en 2018 sur ce dossier. Alors effectivement, le site dont on parle est ici entouré de pointillés, vous le connaissez très bien. Il y a un petit peu deux parties dans ce site. La partie qui est directement accessible depuis la rue Maurice Dupuis, qui va contenir le quartier construit, donc avec les logements, et puis tout le site des étangs et du bois des étangs, qui est un site donc naturel, mais qui n'est pas indépendant de ce quartier, et qui joue vraiment un rôle très important dans la conception globale de cet écoquartier. Alors, pourquoi construire à cet endroit-là ? Tout d'abord, on a bien sûr des voies qui existent, des réseaux qui existent, donc on a une viabilisation et une accessibilité qui est existante. Donc à partir de la rue Maurice Dupuis, mais aussi par la rue du Pressoir Chevalier, qui est continuée par un chemin piéton qui mène jusqu'à l'avenue de l'Ancre et qui peut permettre de développer des mobilités douces. Donc ça c'est important, on en parlera ensemble. Et puis, bien sûr, on a la proximité du centre-ville de Crouy et la proximité de Soissons au sud, avec un site qu'on peut parler de dents creuses, effectivement, puisqu'on a une urbanisation qui est présente tout autour. Donc on a un site aujourd'hui qui est occupé, ou en tout cas cultivé, qui l'était, mais qui est quand même entouré d'une urbanisation et de secteurs habités. Donc ça c'est important, et l'idée est vraiment de valoriser ce foncier pour pouvoir construire et apporter du logement dont vous avez besoin.
Pourquoi ce site aussi? C'est très intéressant parce qu'on a la possibilité, alors il est tenu effectivement par la rue Maurice Dupuy au nord, mais vous avez aussi la voie ferrée qui existe, et d'anciennes voies ferrées qui ne sont plus utilisées, mais il y a encore une propriété foncière de la SNCF. On imagine à terme peut-être, alors soit elle serait remise en fonction peut-être, mais en tout cas elle pourrait aussi servir de support à une mobilité douce. Vous savez qu'on fait des anciennes voies ferrées, des chemins piétons, des voies cyclables, et c'est important parce que ce site a un potentiel fort de liaison douce avec le reste de l'agglomération. Et ça c'est très important, et même avec le reste de Crouy, des équipements de Crouy. Donc c'est un point important du projet. Et ce que je voulais rappeler aussi ici, c'est qu'il y a une ambition forte des collectivités pour réaliser à cet endroit un écoquartier. Donc il y a une ambition forte sur l'aspect environnemental, sur la mobilité, sur les logements qui sont construits, sur la qualité des logements, sur une conception bioclimatique du site et sur une cohabitation entre la nature et l'habitation. L'idée, c'est vraiment de venir apporter la nature dans la partie construite à partir du bois des étangs et des étangs. Donc ça, c'est vraiment un point important. Autre point, c'est qu'on est aussi sur une topographie qui est facile. On est sur quelque chose, on est sur un site qui est relativement plan, et très vite après, on a les coteaux. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui est favorable à l'installation de l'habitation, des habitations. Voilà. On peut passer peut-être à la diapo qui suit. On a remis quelques photos du site, mais vous connaissez bien. Tout ça pour dire qu'il y a des continuités naturelles existantes. C'est très important, je suis désolée, je l'ai un peu... donc il y a vraiment des continuités naturelles importantes, supports, et qui seront bien plus hautes. Vous voyez, ces hauteurs d'arbres, elles seront plus hautes que les habitations. Donc on aura toujours l'impression d'être dans un parc. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, vous avez aussi la présence sur le site de lignes électriques. Vous les connaissez. Et je veux signaler que une des lignes haute tension sera enfouie avant donc la création du quartier. Donc ça c'est important, et il y aura des travaux, on verra un petit peu par la suite, mais qui sont prévus pour l'enfouir. Et puis ici on a mis cette photo, parce que pour nous c'est aussi inspirant, ces lignes SNCF qui pourraient devenir bien sûr des liaisons à l'échelle de l'agglomération. Bonsoir. Les enjeux écologiques sont particulièrement bien pris en compte dans ce dossier, hein, à la fois par les études réglementaires, mais surtout dans la traduction au sein du plan d'aménagement, hein, puisqu'on se situe en interface entre plusieurs grands axes de circulation de la faune, avec évidemment les étangs qui sont des attracteurs et qui permettent aux espèces, et notamment aux oiseaux d'eau, de venir trouver là un refuge, trouver un lieu de vie, hein, venir s'y reproduire, et on a souhaité dans le projet réellement mettre en valeur cette qualité, hein, et comme le disait Afsa, mettre le projet dans un écrin. Donc on a suivi des obligations réglementaires, mais on a surtout intégré cette réflexion au projet. Quelles sont les espèces qui sont présentes et qui resteront, puisque c'est vraiment un des grands enjeux de ce projet, c'est de créer une couture urbaine et une qualité écologique du site. Donc ici vous avez la description des différents habitats écologiques qui sont préservés dans le projet, qu'on avait pu regarder ensemble lorsqu'on s'est rencontrés il y a une quinzaine de jours, 3 semaines maintenant, hein. Et vous avez ici la liste des espèces qui sont pleinement intégrées à la réflexion de projet. Sur les étangs, c'est principalement les espèces patrimoniales, les espèces protégées à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, mais aussi des espèces qui aiment les fourrés, qui aiment les buissons et qui aiment quelques grands espaces ouverts. Et vous verrez dans le projet d'aménagement, on a cherché à créer cette mosaïque d'espaces habitables par les espèces et évidemment par les hommes, puisqu'on crée un quartier. Donc c'est ce croisement, cette intégration qui est réellement importante et particulièrement bien travaillée dans le projet. Pour les espèces et pour les hommes, on enfouit la ligne à haute tension. Pour les espèces, principalement pour les oiseaux et les chauves-souris. Et pour les hommes aussi. Et pour les hommes. Donc cette ligne à haute tension, elle sera enfouie sous une voie qui longera, vous allez voir après dans le plan, la partie centrale à proximité. C'est orienté. Le nord est à droite sur ce, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Là, il y a le on a cimetière. ici la rue Maurice. Là, il y a le cimetière militaire. Voilà, et le cimetière ici. Vous voyez, en fait, elle reprend presque son tracé actuel, mais enfoui. Voilà. Et il se trouve qu'on a fait effectivement des petits dévoiements pour qu'elle tombe effectivement sous une voie du futur quartier. Voilà.
Donc ça, c'était un petit croquis rapide pour dire qu'il y avait aussi des aménagements qui étaient prévus le long de la rue Maurice Dupuy et qu'il n'y aurait pas d'accès direct à partir de la rue Maurice Dupuy, seulement à partir du giratoire qui est plus loin. Mais je vais vous le montrer après par la suite. Alors le plan masse, ça c'est important qu'on s'attarde un tout petit peu sur effectivement la composition de ce plan masse. Vous avez reconnu ici la rue Maurice Dupuy, le giratoire existant, la rue Pressoir-Chevalier et le quartier des Sous-Clémentins ici. Vous avez une composition qui est vraiment organisée nord-sud avec des perspectives. J'insiste là-dessus parce qu'on n'a pas d'impasse. L'idée c'est vraiment d'avoir des lignes qui se prolongent et qui permettent d'avoir des perspectives visuelles sur les espaces naturels qui se trouvent au sud et qui constituent vraiment le point fort du quartier. Vous avez ici une grande percée visuelle qui se trouve au centre du quartier avec des espaces verts accessibles à tous qui sont ici. Vous n'avez pas d'accès direct, alors il y a un petit parking qui se situe ici qui sera accessible par la rue Maurice Dupuy pour avoir accès au rez-de-chaussée ici commerçant de ces petits bâtiments collectifs qui sont ici, que vous avez pu voir juste avant sur le croquis. Donc on propose quelques commerces à cet endroit-là, qui seront utiles à la fois donc, aux habitants du quartier et peut-être aussi à d'autres habitants. Ensuite, vous avez donc un accès qui se fait, Vière, par la rue du Pressoir-Chevalier, avec, vous voyez, une boucle ici. De la même manière ici, mais ça c'est dans bien plus longtemps, vous allez voir la phase 1, je vais vous la présenter, elle est simplement ici. Et dans une phase bien ultérieure aussi, une boucle de l'autre côté. Et volontairement, on est dans un écoquartier, donc il y a une ambition de mobilité qui est forte. On ne va pas favoriser la voiture. Donc vous allez voir que les espaces qui vont être créés sont des espaces qui sont partagés. Et on propose, je vous expliquerai ce que c'est, donc le Chaussy-Doux, avec des espaces vraiment où les piétons et les vélos sont favorisés par rapport à la voiture. Donc pas d'accès direct et des dessertes de logements à partir de ces boucles-là. Et ces deux boucles-là ne communiqueront pas en voiture. Par contre, beaucoup de chemins piétons qui permettent de se déplacer et de manière très simple, avec des itinéraires très simples et directs. Ça c'est très important, parce que sinon on sait que les gens prennent... Enfin voilà, il faut quand même que les chemins soient très simples et très directs pour qu'ils soient bien utilisés. Ensuite, donc au niveau des habitations, comme vous avez pu l'entendre, il y a une grande majorité de maisons. Vous voyez ici, tout ce qui est violet et jaune clair, ce sont des maisons. Alors il y a plusieurs types de maisons, des maisons qui sont en rez-de-chaussée et des maisons qui sont prévues en rez-de-chaussée plus un étage. Voilà. Et ensuite, vous avez deux couleurs. Couleur rouge pour le petit collectif, parce que ça aura la même hauteur que l'intermédiaire. Et c'est ce qu'on vous a décrit, c'est ce que Romain vous expliquait tout à l'heure. Donc les logements intermédiaires, ce sont des logements qui peuvent être superposés, mais avec un accès individuel. Donc c'est un usage qui est un petit peu différent. Et là, c'est ce qui est représenté en orange. Alors, on appelle ce bâtiment Chartreuse, parce que c'est un bâtiment qui est assez symétrique et qui vient vraiment structurer le cœur du quartier. Mais on est sur des hauteurs qui sont très, vous allez le voir après, sur le projet qu'on a à vous montrer ce soir, qui sont vraiment limitées. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est vraiment dans une inscription par rapport au tissu qui existe. Vous voyez ici, on a la continuité des voies qui sont déjà présentes de ce côté-là, avec des continuités dans le quartier qui sont soit vières là, pour rentrer, mais après piétonnes. Voilà. Donc il y a vraiment pas mal de chemins, et l'ensemble des chemins et l'ensemble des espaces verts servent aussi à gérer les eaux de pluie. Il n'y a pas de tuyaux dans ce quartier. L'idée c'est vraiment de gérer les eaux de pluie au plus proche de là où la pluie tombe. Vous savez que c'est vraiment un enjeu important maintenant, dont on a vraiment conscience pour bien gérer donc, les eaux. Donc voilà sur la présentation globale. Alors il y aura donc entre le quartier habité et les espaces naturels, une bande ici de parc qui fait, je dirais, un passage progressif entre la partie habitée et un espace vraiment naturel. Et dans l'espace vraiment naturel, on pourra même avoir des espaces inaccessibles, notamment des zones boisées, qui ne seront pas accessibles aux gens pour vraiment avoir une préservation des milieux. Comme on l'a dit, on a des espèces qui le méritent, qui le demandent. Donc on a vraiment un passage progressif de la zone urbaine à une zone naturelle. Je peux vous demander un renseignement. Tout le monde sortira par la rue Maurice Dupuy ou la rue du Pressoir sera jusqu'à la maison? On sortira, peut-être on fera les questions après, mais vous avez bien sûr ici, non, voyez, ici, vous avez accès. Il n'y a pas d'antenne directe sur la rue Maurice. Non, mais tout le monde sortira sur quelle rue? Alors, on sortira par ici. Et de l'autre côté, alors? Et par ici, on sortira par là. Mais on en parlera après, si vous voulez bien, parce qu'on a des choses à vous présenter. On va dérouler, et puis après on fera les questions, parce que sinon vous allez avoir plein de questions. On va y répondre, mais peut-être juste après. Alors,
Alors ensuite, sur les phases d'intervention, vous avez plusieurs phases qui s'étalent vraiment dans le temps. On vous l'a dit, pour l'instant, il est question de la phase numéro 1. Alors pourquoi elle a une forme un peu bizarre? C'est parce que vous voyez ici, on va intervenir sur la coulée verte. Pourquoi? Parce que sur la coulée verte, on gère les eaux de pluie. Donc forcément, quand on commence le quartier, la première phase est forcément un peu plus importante que les autres parce qu'il faut aller jusqu'au point bas et il faut gérer les eaux de pluie tout de suite. Donc ça, c'est la phase numéro 1. Voilà. Et à l'intérieur de la phase numéro 1, il y a 2 tranches, la tranche 1 et la tranche 2. Et pour l'instant, les travaux qui sont envisagés ne concernent que la tranche 1. Voilà. Vous visualisez bien par rapport au quartier existant de l'autre côté et les étangs qui sont ici. Alors ensuite, dans le quartier, comment on vit dans ce quartier et qu'est-ce qui s'y fait? Donc l'idée, déjà, par rapport aux circulations viaires, c'est d'avoir des points de ralentissement, pour empêcher d'avoir les voitures qui ne roulent trop vite. Ensuite, au niveau des commerces, il y a simplement des commerces qui sont prévus ici, en rez-de-chaussée ici, puisqu'après, on n'a pratiquement que de la maison individuelle. Ensuite, tous les points jaunes que vous avez concernent la gestion des ordures ménagères qui seront réalisées par des containers enterrés. D'accord? Donc il y aura donc des containers enterrés qui seront relevés par les collectivités. Ensuite, vous avez les points de vue. Alors c'est très important. Ce quartier, c'est un quartier qui est très paysager et qui a de nombreux points de vue, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le grand paysage. Donc on les a remis ici à différents endroits, puisqu'on a des grandes traversées. Et c'est très important pour le cadre de vie, non seulement des habitants de ce quartier-là, mais aussi pour les autres habitants qui seront bien sûr intéressés par les espaces paysagers qui sont présents. Vous avez aussi un équipement futur qui pourra se trouver dans une phase ultérieure. Alors, sa vocation n'est pas aujourd'hui définie précisément. On avait évoqué... Alors ensuite, dans le quartier, comment on vit dans ce quartier et qu'est-ce qui s'y fait? Donc l'idée, déjà, par rapport aux circulations viaires, c'est d'avoir des points de ralentissement, pour empêcher d'avoir les voitures qui ne roulent trop vite. Ensuite, au niveau des commerces, il y a simplement des commerces qui sont prévus ici, en rez-de-chaussée ici, puisqu'après on n'a pratiquement que de la maison individuelle. Ensuite, tous les points jaunes que vous avez concernent la gestion des ordures ménagères qui seront réalisées par des containers enterrés. D'accord? Donc il y aura donc des containers enterrés qui seront relevés par les collectivités. Ensuite, vous avez les points de vue. Alors c'est très important. Ce quartier, c'est un quartier qui est très paysager et qui a de nombreux points de vue, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le grand paysage. Donc on les a remis ici à différents endroits, puisqu'on a des grandes traversées. Et c'est très important pour le cadre de vie, non seulement des habitants de ce quartier-là, mais aussi pour les autres habitants qui seront bien sûr intéressés par les espaces paysagers qui sont présents. Vous avez aussi un équipement futur qui pourra se trouver dans une phase ultérieure. Alors, sa vocation n'est pas aujourd'hui définie précisément. On avait évoqué au début la création d'une crèche, on avait aussi parlé d'un équipement sportif. Ce sera à définir ensuite, parce que vous savez que effectivement, le phasage s'étale dans le temps. Voilà. Mais c'était pour dire quand même qu'il y avait un équipement qui était prévu à cet endroit-là. Voilà. Et puis ensuite, il y a de nombreuses fonctions qui sont liées à la promenade, des espaces de jeu pour les enfants, et ici, des espaces d'agriculture urbaine avec des jardins familiaux, donc une petite dizaine de jardins familiaux qui sont prévus, un verger prévu, et puis donc tout un espace de parc qui vient, donc, comme on l'a dit, en progression avec l'espace naturel situé au sud. Ça, ce sont des images d'un projet qui est en phase permis de construire. Donc il y a encore du chemin pour arriver au point haut. On a un rez-de-chaussée plus 2 étages. On a de grandes fenêtres et on a des coursives qui permettent d'accéder individuellement au logement. Ces logements-là sont donc prévus dans le... Vous savez, c'est donc la moitié de la Chartreuse, et qui se trouve ici dans le plan Masse. Ce sont des logements qui rentrent dans les objectifs d'écoquartier. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent notamment un mode constructif particulier, la pierre massive. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Il n'y a pas beaucoup d'architectes aujourd'hui qui travaillent de cette manière-là, et Perraudin est l'un des architectes qui utilise cette technique, qui est totalement durable et très qualitative. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important, il faut le souligner. On ne voit plus beaucoup de logements construits de cette manière-là, et c'est quelque chose quand même de très qualitatif pour le lieu et pour le quartier, et pour commencer les projets dans ce quartier. Alors on a de grandes ouvertures, et ils sont aussi bien orientés par rapport
effectivement, alors ça c'est d'autres projets qu'il a pu réaliser déjà, c'est les fameuses coursives pour accéder au logement, mais là il s'agit d'images, de projets qu'il a pu faire ailleurs. Il travaille aussi sur les maisons qui se trouvent ici, qui sont des maisons donc en rez-de-chaussée comme vous pouvez le voir, toujours en pierre, c'est toujours le même principe, et chaque maison a un petit jardinet. Et prévoit aussi des places de jour. Ça c'est très important parce que donc, bien sûr le quartier prévoit des places de stationnement public sur les différentes voies, mais on a aussi, alors pour les collectifs, on a du logement, du stationnement qui se fait en partie enterré parce qu'on a une légère déclivité quand même donc sous le bâtiment. Et pour les maisons, on a du stationnement qui se fait sur la parcelle. Et place de jour, ça veut dire qu'il n'est pas fermé. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que malheureusement, quand on a des places de stationnement qui sont prévues dans les parcelles et qu'on a un portail qui se ferme, ben les gens n'ouvrent pas le portail et laissent leur voiture sur l'espace public. Donc pour éviter ça, on a un principe qui fonctionne très bien, qui est maintenant expérimenté quand même beaucoup, où on a une place de jour qui n'est pas fermée. Donc ça veut dire que effectivement, les gens l'utilisent en réalité, véritablement. Donc ça c'est important à souligner parce que dans le fonctionnement du quartier, c'est un point important. Voilà. Donc ça, les maisons, elles ont ce principe de place de jour. Et vous avez aussi toutes ces maisons-là qui sont donc en bande et qui ont un étage, vous voyez, donc c'est voilà, l'épanage supérieur, et puis des garages qui sont prévus et des places de jour comme je vous expliquais. Toujours avec le même principe, toujours avec une cohérence architecturale sur cette ZAC et avec de la pierre massive. Voilà d'autres exemples photographiques. Sur la gestion des eaux de pluie, et aussi de récupérer les eaux et de les cheminer vers cet élément central qui gère toutes les eaux du quartier. Voilà. Donc là, c'est vraiment un point important et qui répond aux considérations d'éco-quartier. Des exemples de traitement, effectivement, dans le quartier, des espaces en creux qui sont végétalisés pour récupérer les eaux de pluie. Et ici, tous les espaces verts que vous avez, qui sont représentés. Donc toutes les petites venelles ici, des venelles aussi entre les logements qui permettent de récupérer les eaux et de les acheminer dans les venelles. La grande percée centrale structurante du quartier, tous les aménagements paysagers qui sont faits le long de la rue Maurice Dupuy, parce que ça c'est important, il y a quand même des aménagements qui sont prévus ici et qui vont changer tout à fait la voie. Et puis ici, tout le parc qui est représenté. Alors dans les voies, on a un traitement qui est qualitatif avec des plantations d'arbres et des pavés béton qui sont réalisés et une voie. Alors, toutes les voies sont en double sens, c'est important pour le fonctionnement du quartier, et en même temps, vous voyez qu'on fait un revêtement qui est un petit peu plus étroit. Alors, tout est circulable dans les 5,50 m, c'est ce qu'on appelle le chausssidou, et ce principe-là, quand vous avez simplement une voiture qui roule et qu'il n'y a pas de croisement, ben, la voiture, elle va plutôt se mettre sur l'espace enrobé et laisser la place aux piétons, aux cycles sur les côtés. Voilà, donc c'est un principe, je dirais, qualitatif, mais qui n'incite pas les voitures à aller vite, parce que plus vous faites des chaussées larges, plus les voitures vont vite. Et donc ce sont des aménagements avec les plantations et les revêtements au sol qui participent à la pacification des flux. Vous avez ici une autre voie, une des voies aussi du quartier qui est un petit peu plus étroite, et puis une voie partagée complètement ici, qui est la plus étroite et qui permet de desservir de part et d'autre les garages notamment des maisons. Quelques inspirations sur le parc. L'idée, c'est d'avoir un espace le plus naturel possible, avec le moins d'entretien, donc des grands arbres, différentes strates pour vraiment favoriser la biodiversité. Aujourd'hui, on a un champ qui est exploité. Demain, l'idée, c'est aussi de venir enrichir le site avec des strates différentes, des arbres, des arbustes et une strate herbacée pour avoir un milieu tout à fait favorable, à la fois agréable et à la biodiversité. Voilà donc quelques autres exemples inspirants avec donc le logement qui donne sur ces grands espaces qui sont qualitatifs. Donc dans la coulée centrale, on aura des jeux pour enfants qui seront toujours dans un esprit très naturel. Et ici, la fameuse noue qui vient récupérer toutes les eaux du quartier, qui trouvera une configuration comme celle-ci avec du gabion et puis des espaces en creux plantés. Le parc sud, alors ça c'est important parce que les plantations d'arbres pourront se faire dès cet automne sur cette partie ici basse
Donc tout ne sera pas réalisé, mais ce qu'on appelle le préverdissement, c'est-à-dire planter au moins les arbres qui mettent, vous savez, un petit peu de temps à se développer. Donc c'est bien de commencer tôt, parce que comme ça, avant même de construire, on a d'abord la végétation, c'est quand même plus agréable aussi. Et ce qui participe à créer l'écrin qu'on souhaite. Donc vous avez ici les petits jardins familiaux qui sont prévus, un verger. Ici, un petit jardin de cailloux qui est aussi un jardin pédagogique, qui permet d'expliquer qu'est-ce qui se passe derrière. Parce qu'ici, on est dans le quartier, ici, on est dans le parc, le début du parc, et puis ici, ensuite, au sud, on a les étangs et des espaces qui sont parfois inaccessibles. Donc il y a quand même quelque chose qui est important, c'est d'expliquer l'espace dans lequel on est, pourquoi il y a des espaces qui sont praticables et d'autres pas. Et ici, on aura cette possibilité d'expliquer aux visiteurs ces différents éléments. Et puis là, on aura quelques tables de pique-nique et un espace de prairie avec des grands arbres. Voilà. Le jardin pédagogique. Et puis je laisse la parole. Alors on va répondre à... Je sais que vous avez des questions, on répondra ensuite. Donc depuis le début des études, on a fait 3 études de circulation. Il y a l'étude des flux de déplacement qui existent aujourd'hui et qui seront générés par le quartier qui va être créé. Donc ça, la carte qui est ici, c'est l'affectation qui a été constatée, enfin, et où est-ce que le trafic s'orientera. Donc à savoir que les 400 logements supplémentaires, à terme, généreront, l'hypothèse, c'est 3000 déplacements de véhicules par jour supplémentaires sur le territoire de la commune à cet endroit-là. 70% de ces 3000 véhicules qui sortiront du quartier iront vers Cuffy et Soissons, et 30% vers le centre-bourg de Crouy. C'est ça que montre cette carte. C'est l'hypothèse en tout cas, ça s'oriente à peu près. C'est sur la base de ce qui est constaté en matière de sortie des personnes qui habitent dans le quartier des Gloriettes aujourd'hui. C'est 70-30 à peu près. Sachant que les études, ça c'est pour montrer les points qui ont été étudiés lors des différentes études de flux et de circulation et des hypothèses et des modélisations qui ont été faites ensuite, qui ont été retirées. Donc les points qu'on a étudiés comme étant potentiellement bloquants ou générateurs de fluidité, c'est ce qui se passe sur la rue Léonatier, et notamment pour voir ce qui se passe devant l'école. Ce qui se passe au niveau du passage du rétrécissement sous le pont de la voie SNCF quand on va vers Crouy. Et ce qui se passe également au début, selon comment on prend le chemin du pressoir Chevalier, quand on arrive sur l'avenue de Laon et la rue du Président Coty. Et donc ce qui a été constaté, donc ça c'est appliqués donc ça ce sera les déplacements potentiels à l'heure de pointe. Je ne sais plus si c'est l'heure du matin ou l'heure du soir. Mais dans tous les cas, c'est pour les calculs actuels, les relevés actuels ont montré qu'il y a 195, ce que ça montre ici, c'est que 195 véhicules passent pendant 1 heure à cet endroit-là, ici, de ce côté-là du rond-point. Donc là, on est côté rue Léonatier. 240 véhicules passent ici, côté rue Maurice Dupuis. Et donc ça, c'est avec l'affectation des déplacements nouveaux qui vont arriver, des sorties qui vont être générées par le nouveau quartier, on arriverait à 365 véhicules qui passeraient rue Léonatier durant l'heure de pointe et 290 véhicules qui passeraient rue Maurice Dupuis durant l'heure de pointe du matin. Ça fait pas 70% d'un côté et 30% de l'autre. C'est l'affectation des 120 véhicules. Je pense que si on affecte 70% de 120, ouais, non, ça fait pas ça, oui. Il y a une partie aussi, en fait, qui prennent l'étude est vraiment globale et ils prennent aussi les nouveaux arrivants des Gloriettes. En fait, on n'est pas seulement les Prenez un micro. habitants Prenez un micro parce que Si je peux me permettre, l'étude elle est vraiment globale, donc en fait elle prend en compte l'évolution future.
pas seulement de notre quartier, parce qu'à droite, il y a notre quartier évidemment qui va évoluer, mais à gauche, il y a aussi les gloriettes. Et en fait, il y a toute l'évolution aussi des gloriettes qui est prise en compte dans cette évolution. C'est une étude de circulation de zone qui est propre à notre quartier, certes, mais elle prend en compte tous les facteurs aux alentours. Bon, dans tous les cas, ce que les relevés montraient, en tout cas les conclusions des bureaux d'études liées à la fluidité du trafic, je parle bien uniquement de la fluidité du trafic, c'est que le niveau de charge pour qu'on reste à un niveau de circulation dit très faible au niveau de ce rond-point, c'est si on est en dessous de 900 passages de véhicules à l'heure. Il y en a plus que ça qui passent dans la rue. Moi j'habite rue Maurice Dupuis. En une heure, ça fait quand même 900 véhicules, c'est déjà pas mal. Hein, ça fait, Vous avez qu'à venir habiter où j'habite. Vous venez à la maison, et vous essayez de sortir. À n'importe quel moment vous voulez, pour la journée, et vous verrez s'il ne passe pas de voiture. Ah, mais on dit pas qu'il n'y a aucune voiture qui passe, hein, bien sûr. Non, mais il y en a plus que ça qui passent dans les journées. En une heure. Et 70%. Donc dans tous les cas, ce que l'étude montre, c'est que dans un milieu urbanisé, parce que c'est aussi ce contexte-là, hein, c'est prenant en compte que c'est plus la départementale d'autrefois qui relie les communes Paly, Pommier, Paly, Cuffy, Crouy, pour relier ensuite la RN2, c'est que désormais on est dans un milieu urbanisé, où on roule à 50 km/h et même déjà à 30 km/h côté les rues Léolatier, normalement, légalement en tout cas. Il n'y a que les gens du quartier qui roulent à 50 km/h. Et comme l'a dit Madame de Beauvre, on va faire les aménagements côté rue Maurice Dupuis pour apaiser la circulation et faire en sorte que la vitesse de circulation effective se rapproche de 30 km/h. Ce qui n'engendrera pas, parce que j'allais dire, ce qui n'engendrera pas de bouchons supplémentaires. C'est simplement des techniques d'aménagement et constructives qui incitent à lever le pied. Oui, il n'y a personne de chez vous qui doit habiter. Ce que je veux préciser aussi par rapport, vous avez vu qu'on va travailler par phase. La première phase, c'est 71 logements. On va voir comment ça vit tout cela. Et s'il y a besoin de faire des ajustements, bien évidemment, des ajustements seront faits. Mais, attendez, vous êtes déjà projeté avec les 400 logements. Non, mais là, 71 logements, c'est rien, quoi, 71 logements. Non. En matière de circulation, d'abord, je pense qu'on pourra réfléchir à être en zone 30, par exemple. Donc, non, mais si vous voulez bien, laissez terminer. Voilà, c'est gentil. Arrêtez de parler, commencez à parler. Non, mais bon, oui, je peux prendre mon souffle quand même un peu. Donc je dis que tous les comptages ont été faits pendant plusieurs jours. Cette étude démontre que même avec les 396 logements, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien aussi qu'il peut y avoir des problèmes, et comme on ne va pas construire les 300 et les 400 logements d'un seul coup, il y aura peut-être, on va commencer avec 71 logements, on va voir quels sont les ajustements qu'il faudra faire s'il y a besoin d'en faire, et puis adapter la voie, et puis on peut aussi avoir des rétrécissements de voie, hein, je veux dire, quand on veut... Avec les camions qui passent. Oui. Expliquez-moi comment vous allez faire. Écoutez, vous êtes à 60, vous regardez comment ça se passe en ville, il y a des camions aussi, et... Non, mais les camions qui viennent chez M. Stensor, les véhicules et tout, des fois il y en a 4 devant chez moi. Expliquez-moi comment les gens vont passer. Monsieur le maire, il sait. Si vous rétrécissez les voies, ils peuvent plus aller chez M. Stensor, hein. Alors les camions pourront continuer de passer, c'est ce que j'allais dire. Donc ce que les études de circulation montrent, c'est qu'au niveau des flux, ça ne générera pas d'encombrement de bouchons. Par contre, il y a des questions de sécurité qui se posent, liées à la fois à la présence d'entreprises à proximité immédiate de la zone, que ce soit l'entreprise de monsieur et madame Maillard ou l'entreprise de Palette un peu plus loin, donc qui génèrent des flux de déplacement de poids lourds et du stationnement, et la présence de l'école de l'autre côté qui génère aussi du stationnement de cars, qui pose une question de sécurité pour les enfants qui descendent et qui doivent monter dans les cars, et d'encombrement de la voie. Donc pour la question des cars, en tout cas, monsieur le maire, peut-être vous voulez dire un mot sur ce qui a été prévu devant l'école des Clémensins en lien avec le projet de Plaisance qui est en train de se construire. Oui, alors,
Ça n'a pas l'air de marcher. Si ça marche, il faut mettre le marché après. Oui, oui. Alors, devant les constructions qui se terminent, qu'on appelle communément le Claisance, un peu après le groupe Léonatier, nous allons bientôt passer chez le notaire pour acheter une bande de terrain d'environ 35 mètres de large sur toute la longueur de lotissement. Et nous avons entamé une étude pour créer un parking et un arrêt de car. Alors là, nous en sommes actuellement à l'achat de cette parcelle. Donc, je pense que dans un délai raisonnable de 6 mois, 1 an, nous aurons résolu une partie du stationnement difficile devant le groupe scolaire. Et avant de prendre vos remarques et questions complémentaires, pour l'autre côté, pour le lien avec l'entreprise Maillard, donc on a rencontré par ailleurs, nous sommes en recherche, nous conjointement, l'entreprise Maillard et Grand Ouest Agglomération. De queue de voiture devant chez moi. Expliquez comment vous allez faire. Parce que les gens de Cuffy, tout ça, pour aller faire leurs courses, ils passent rue Maurice Dupuis. Ils ne passent pas par l'avenue de Langres, par l'avenue de Coucy, pour retourner vers Carrefour et Inter. Ben voilà. Moi, je peux vous dire. Eh bien, vous verrez qu'il va y avoir un changement de circulation. 6 mois qu'il y a la queue, ils reprendront un autre circuit. Je vais vous donner un exemple, le boulevard Jeanne d'Arc à Soissons. Quand on l'a mis en zone 30, tout le monde m'a dit mais ça ne va pas fonctionner, et puis ça a très très bien fonctionné. Vous n'avez pas des camions immenses qui viennent... Si, on a aussi en ville, on a aussi des camions. Venez chez moi pendant une journée. Eh bien, on le fera. Oui. Je pense que le cabinet mobilité a dû aller voir ce qui se passait devant Il n'y a chez pas nous. besoin qu'il se déplace, demandez à monsieur le maire. Combien de fois on appelle? Vous avez eu l'expérience avec la plateforme. Oui, je ne conteste pas la véracité de vos propos, hein, puisque moi-même, je passe souvent. Il y a la secrétaire qui travaille à la mairie, elle Alors, devant chez moi, elle est toujours embêtée. Bon, je suis d'accord avec vous. Alors, on verra peut-être avec M. Stenzam s'il n'y a pas moyen d'étaler, parce que quelquefois, c'est 2, 3, voire 4 camions qui attendent. Il y en a 4. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des SMIC. Alors, là, c'est pas normal, hein. Il faut bien reconnaître qu'un seul camion gêne déjà la circulation, alors 4, c'est forcément beaucoup plus. On va voir avec M. Stenzam s'il n'y a pas moyen d'étaler ces livraisons. Claisance, par contre, excusez-moi de la prononciation, ça voudrait dire que les bus s'arrêteraient là-bas pour aller à l'école. Donc les enfants, à un moment donné, descendraient du bus devant Claisance et devraient emprunter Léonatier sur une petite portion jusqu'à l'école à pied. C'est tout à fait comme ça. C'est tout à fait comme ça que ça va se passer. Oui, or cette portion-là, elle est très dangereuse sur les trottoirs parce que les trottoirs ne sont pas assez larges pour que les enfants puissent marcher à deux tranquillement. Et quand il y a de l'eau, les caniveaux éclaboussent les trottoirs. Oui. Donc ce n'est pas vraiment des conditions de sécurité améliorées à mon avis. Ah si, parce que actuellement... Non, là non. On augmente le trajet à pied des enfants sur un tracé qui n'est pas sécurisé. Du point de vue de la sécurité, il y a un problème sérieux. L'arrêt du car, de l'autocar, c'est à l'entrée du pont qui passe au-dessus de la rue Léonatier. Alors, actuellement, il y a un cabanon où les élèves doivent attendre. C'est dans un virage, il n'y a pas de visibilité. Je ne parlais pas de cela, moi. Je parlais des enfants de l'école primaire. Et la portion qui est la plus étroite et la plus dangereuse. Alors, on ne va pas faire un stationnement ou un arrêt comme ça de notre propre initiative. C'est un bureau d'études qui va s'emparer du problème. Et il y a une pré-étude qui est déjà faite par le cabinet AREA, que vous connaissez. Stationner le bus devant l'école où les enfants descendent du bus et sont dans l'école. On les fait stationner, je ne sais pas, 200 mètres plus loin. Et on leur fait emprunter ce tronçon-là à pied, qui est un tronçon. Vous demandez aux parents, je n'ai pas d'enfants dans l'école, mais c'est dangereux. Mais on n'y comprend pas bien l'objection. C'est une objection, on va l'étudier. Beaucoup de gens l'ont, mais ce sont des choses, vous savez, nous on fait de l'aménagement, on a régulièrement, ce que vous décrivez là, c'est pas quelque chose que je découvre aujourd'hui.
c'est quelque chose d'assez commun sur des espaces qui sont vieillissants, qui ont été conçus il y a longtemps, qui étaient prévus que pour les voitures, il n'y a pas de cheminement piéton. En fait, on ne sait pas quel usager doit emprunter quoi. Hein. Il n'y a pas vraiment d'espace pour le piéton, tout est pour la voiture, les bus on ne sait pas où ils s'arrêtent, etc., etc. Il n'y a pas d'espace pour les vélos. Et c'est précisément ce qu'un aménagement peut apporter à la ville, c'est ça. C'est de clarifier les espaces et de définir des espaces pour chacun. Parfois on choisit des espaces partagés exprès, parce qu'on se dit, parce qu'on sait, on l'a expérimenté, on sait qu'on fait ralentir les gens. Alors ça c'est bon pour l'intérieur du quartier. Et pour la rue Maurice Dupuy, ce qu'apporte ce quartier-là pour la rue Maurice Dupuy, c'est des aménagements de traversée, la reconfiguration des arrêts, et aussi un chemin piéton côté. Alors, je ne dis pas, on ne peut pas tout faire tout de suite, mais il y aurait beaucoup de choses à faire aussi. Mais le quartier, il vous apporte un vrai chemin piéton, dans un cadre qui est éloigné de la chaussée, et avec une reconfiguration des traversées. Voilà. Ça, c'est important, et des ralentissements qui sont prévus. On pourra en rediscuter de ça, parce que c'est un sujet qui est brûlant, on le voit, et il faut régler ces questions-là. Personnellement, j'ai besoin de mon véhicule pour aller travailler. Oui, ben bien sûr, mais c'est normal, mais c'est bien normal, madame. Personne ne peut vous dire l'inverse. Voilà. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre que ce projet-là, il va apporter de la qualité de vie aussi. Alors, comme le disait M. Crémont, ça c'est très important, il va y avoir une intervention progressive sur le site. Il a bien l'habitude, puisque quand même dans sa vie, il a construit beaucoup. Et quand il vous dit que 70 logements, ça vous paraît énorme, mais je comprends, votre interrogation, elle est légitime. Sur le long terme, mais, surtout, non, mais elle est légitime. On voit 70 logements, on se dit aïe aïe aïe. Mais vous savez, dans l'aménagement, on voit aussi que ce qui crée le plus de problèmes de circulation, ce ne sont pas les quartiers. Pourquoi? Parce que même si on dit que les gens s'en vont tous au même moment, etc., c'est pas ça. Il y a des aménagements qui sont bien plus compliqués. Par exemple, des aménagements de zones commerciales, là, ça crée des bouchons très très durs. Et je vous assure que pour avoir travaillé dans des quartiers qui sont, bien plus importants en termes de nombre d'habitants que celui-ci, on n'a pas des congestions comme vous pouvez imaginer. Les craintes, elles sont légitimes, et on est là aujourd'hui pour y répondre. Mais je vous assure que 70 logements, là, et ça va être déjà, je veux dire, la suite ne va pas venir tout de suite, c'est quelque chose de très progressif et de doux. Je pense que vous pouvez nous croire là-dessus. Maintenant, on entend aujourd'hui ce qu'il y a, et il y a des choses peut-être à faire, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas ignorer, et ce genre de réunion sert à ça. Il y a des choses qui sont mises en avant aujourd'hui qu'on entend, et il y a probablement des choses à faire aussi avec les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, il y avait déjà des problèmes avant. Tout à fait. Ça ne fonctionne pas. Il y avait déjà des problèmes avant, et donc mais peut-être que justement ces 71 logements qui vont être construits vont permettre d'améliorer justement tous les problèmes que vous aviez auparavant. Là, donc, quand je vous dis que 71 logements, c'est rien, ça va apporter quoi? 110 voitures, en plus par jour. Mais effectivement, il faut étudier, je dis qu'on ferait les ajustements nécessaires qui sont faits. Prenez le quartier de Chevreux, par exemple. Combien il y a d'habitants, à votre avis, à Chevreux? 2500. 2500 habitants de Chevreux. Vous avez vu un peu ce que ça donne? Et tout ça, ça vit très bien, quoi. Le tout, c'est qu'effectivement, on fasse des aménagements qui permettent de vivre normalement et éviter des incivilités. Donc moi, je pense que s'il y a besoin de sécuriser par des godades, comme on le fait parfois, on verra à ce moment-là, on le fera. Si on a besoin parfois de mettre des choses en quinconce pour faire ralentir les voitures et permettre peut-être à certains propriétaires de pouvoir avoir un espace devant, on l'étudiera. Mais je pense que ces 400 logements, encore une fois, je le dis, ils ne vont pas arriver du jour au lendemain. Hein. Et d'ailleurs, entre le moment où on va prendre la décision d'y aller et le moment où il sera déjà passé un petit peu de temps. Donc là, ça va nous permettre de travailler avec le maire de votre commune, avec Claude Pratrier, pour justement améliorer des problèmes qui sont déjà existants. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je voulais dire ce que je veux dire, en fait, a été dit par un certain nombre de personnes. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'un grand nombre de problèmes existent déjà avant que le lotissement soit mis en place. Et qu'on met en place un lotissement sans avoir prévu les infrastructures qui correspondent à la circulation qui va venir. Et ça, je pense que ça inquiète un grand nombre d'entre nous qui habitent déjà la zone. Donc, l'attention que je voudrais attirer, moi personnellement, c'est est-ce qu'il faut mettre la pression pour qu'on puisse penser une sortie
ailleurs que dans les rues qui existent. Exactement. Qui sont Il y a qu'une route principale. Bon, il faut savoir, c'est que la rue Léonatier, c'est... bon, j'ai ma belle-mère qui habite, moi je n'y habite pas personnellement. J'ai maintenant un terrain à côté, et parce que j'y vis, j'y vois entre l'école maternelle et l'arrêt Descartes qui n'est plus utilisé, là, j'y vois au moins 2 à 3 accidents par an. Le lotissement n'existait pas. Celui qui est maintenant. 2 à 3 accidents par an. Donc, ça, je l'ai vu et je peux le certifier que c'est vrai, ça. Et donc, il y a déjà plus de circulation avec ce qui existe. Et là, bon, ça va se faire gentiment, mais je pense qu'il faut penser à une sortie par ailleurs. Voilà. Et puis, c'est-à-dire l'aménagement de la rue du président aussi. Il faudrait aménager après, la chose qui m'inquiète, je voudrais profiter qu'il y a des politiques dans le coin, ici parmi nous, c'est de dire que là, on présente un projet vert où on entend les oiseaux chanter, et puis que de l'autre côté, on va y implanter Rockwool. Pour donner à manger. Non, non, mais si, ça a à voir avec la cohérence. Ça a à voir avec la cohérence. Et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on va construire sans penser aux infrastructures. Et ça, c'est grave. Parce que les gens qui vivent là vont en souffrir et nos enfants vont en souffrir de la même façon. Voilà, voilà ce que j'ai envie de dire. Il faut être cohérent dans la vie. De voies cyclables dans cet écoquartier et les gens qui se déplacent en vélo. Si, c'est vrai. Ça vient avec ma suggestion, moi. Je ne sais pas. Bon, il y a juste peut-être une solution. J'essaye de parler constructif hein, dans le futur. Laisser passer les 70 logements, voir comment ça se passe, etc. Et après, peut-être penser à un projet d'une voie peut-être unique. Alors, ça aura des conséquences pour certains qui devront faire le tour pour revenir sur Crouy, etc. Mais c'est peut-être une solution, c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement faire une voie cyclable, avoir une voie unique sur tout le tour. Bon, évidemment, peut-être pas pour les riverains qui vont à Crouy, mettre les sens qui vont bien, sauf riverains, etc. Mais faire un sens de circulation qui permettrait à tout le monde de tourner un peu autour de Crouy pour aller dans les commerces, etc. Faire peut-être aussi une voie cyclable ou quelque chose, et ce qui allégerait fortement la circulation, puisqu'il n'y aurait plus la circulation dans les deux sens. Mais avant tout ça, il faudrait effectivement penser en futur, dans 5 ou 6 ans ou 10 ans, à relocaliser les entreprises qui sont là depuis 50 ans, et qui ont leur droit d'être là aussi, parce qu'ils travaillent depuis 50 ans sur la commune, leur penser à les relocaliser. Et je pense que ça pourrait être une solution qui pourrait peut-être être quelque chose de... La question des mobilités, elle est essentielle. Et ce qui aujourd'hui fonctionne ou ne fonctionne pas, ne sera pas exactement ce qui se passera demain. Il y a quand même dans ce quartier une ambition de développer les mobilités douces. Alors comment ça se passe dans le quartier ? On est sur des espaces qui sont partagés et on a des chaussées doux. Voilà. Donc on ne va pas avoir une piste cyclable. Alors si, il y a un endroit qui est tout à fait propice à l'intéressant de la piste cyclable, c'est Pressoir Chevalier, justement. C'est celle qui mène directement à l'avenue de Laon pour se retrouver sur l'avenue de circulation et qui doit permettre aussi des circulations douces intéressantes avec Soissons et le reste de l'agglomération. Voilà. Ça, c'est vraiment l'avenir, parce qu'en plus, on est sur un terrain qui est plat. Il y a vraiment quelque chose qui est parfaitement adapté pour ces questions. Donc, vous avez énormément de chemins piétons, d'espaces partagés et de liaisons rapides et directes bien droites hein, sur les circulations douces. Voilà. Après, sur tous les autres axes, vous avez raison. Parfois, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Des sens uniques, des espaces réaménagés. Parce que quand vous avez une voie qui est très large, une chaussée qui est très large, il suffit de la réduire aussi pour que les gens aillent moins vite, avec des aménagements qui sont... Vous savez, ça change tout. Ça change tout de le faire, véritablement, et ça, on le sait. Voilà. Là, par exemple, vous parlez de rétrécissement de voie. Déjà, là, sauf erreur de ma part, la rue Maurice Dupuis est déjà très peu large. Comment voulez-vous la réduire davantage? Ça, c'est la première chose. L'aménager, il faut l'aménager. Il faut l'aménager. Comment? Ensuite, deuxième chose, c'est que si par exemple vous voulez réaménager à la hauteur de l'écoquartier, élargir la voirie,
Vous allez avoir un point d'étranglement avant l'écoquartier et un point d'étranglement après l'écoquartier, parce que vous n'aurez pas la possibilité matérielle d'élargir la voie. Comment vous allez procéder? La seule solution qui peut exister, c'est le sens unique de Crouy vers Cuffy. C'est la seule solution. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et ce qui veut dire, pour les gens qui y habitent, ça va être, comme disait Christophe, un autre changement de mentalité au niveau de la circulation. Et ça va être pour tout le monde. Ça veut dire aussi, au niveau économique, plus personne n'ira directement de l'écoquartier vers le centre-ville en voiture. Côté de la gendarmerie. Attendez, c'est pas une réussite, c'est vous qui le dites. 99% des gens me disent qu'on a bien fait. On a rendu du flux. Et je parle pas de ça. Je vous dis une chose, vous y allez à 7h30 en plein hiver. Oui. Vous êtes. Faites pas un cas particulier d'un. Non, mais. Vous êtes en 2 roues. Je vous défie de pouvoir traverser le quartier. Ça, un jour, on aura travaillé, le maire de Crouy et le maire de Soissons, sur l'entrée de ville, parce que c'est vrai qu'il y a un boulot à faire. Mais je veux dire par là, c'est que il y aura des ajustements à faire, il y aura des aménagements à faire. Ce que je comprends, moi, je ne savais pas, je ne pensais pas quand en arrivant aujourd'hui pour présenter un projet d'écoquartier d'une telle dimension, d'une telle ambition, il y avait des problèmes existants. Je savais qu'il y avait déjà des problèmes d'eau, je savais qu'on avait des problèmes d'électricité, c'est pour ça qu'on met 1,5 million pour enfuir la ligne haute tension, mais je n'avais pas en tête qu'il y avait déjà des problèmes de voirie. Ben, je pense qu'il faut effectivement qu'on travaille ensemble avec le maire de Crouy pour déjà résoudre les problèmes qui existent et qui n'ont rien à voir avec l'écoquartier. Déjà. Et puis après, hein. C'est déjà le même problème il y a 2 ans, hein, avec le problème de circulation. Oui, donc tu voulais dire. Avec votre premier projet. Simplement. On en a parlé à la première réunion. On l'a toujours dit ça, hein. Vous n'en tenez pas compte, il n'y a pas que votre quartier. Non, mais simplement, moi je voudrais. Est-ce qu'il est possible de réfléchir dès maintenant à l'aménagement de la rue du président Coty qui ferait une deuxième sortie vers la gendarmerie? Ça soulage obligatoirement Crouy. Voilà, tu vois, je pense que c'est la solution la plus intelligente. Donc l'évacuation des pluies ne se fait plus. Donc il faut bien voir le problème de stationnement. Et la deuxième chose, c'est au niveau de l'école Clémensin, l'école primaire, il y a aussi des gros soucis de stationnement. Voilà, merci. Mais ça n'a rien à voir avec Le temps qu'on est sur les voiries, que vous dites, où elles devaient être partagées, et personnellement, je considère que cette voie, elle ne peut pas être en partagée. Parce que s'il y a un bus qui croise une voiture et qu'il y a des vélos qui circulent sur la piste cyclable et des piétons qui sont sur la piste piétonne, etc., il va y avoir forcément des conflits D'ailleurs, l'aménagement de ces abords-là, c'est dans une phase qui est ultérieure, donc il n'a pas été travaillé aussi finement que la partie qu'on vous a présentée tout à l'heure de la phase 1, et ça donnera lieu à des études ultérieures. Et des personnes âgées. Elles font comment, elles, si elles habitent allez, malheureusement, juste au milieu entre 2 points de collecte, à choisir celui où elles pourront aller facilement déposer qui les met, qui le poids, etc. Entre chaque point de collecte, en général, c'est entre 50 et 75 mètres. Donc si la personne âgée a du mal à sortir de chez elle, elle ne pourra déjà pas mettre sa poubelle. Donc je pense que les personnes âgées pourront aller au point de collecte. Ce que je vous dis, c'est entre 50 et 75 mètres. On a le même problème en ville. Hein. En ville, j'ai beaucoup de personnes âgées et ils viennent mettre leurs déchets dans les containers enterrés. Donc il n'y a pas de problème. Il y aura quand même. Okay. Et dernier point, c'était à propos de toutes les zones humides, les noues, etc. L'entretien de ces noues, qu'elles soient toujours, comment je dirais, en écoulement continu, de façon à ne pas faire des eaux stagnantes. Et annexe de ça, tout ce qui est prévention pour les moustiques tigres, je ne sais pas si les personnes qui s'occupent de leur... En fait, hein, donc c'est un entretien régulier des espaces verts pour continuer à avoir la continuité hydraulique. Donc c'est simplement un entretien par fauche et exportation de la matière, hein, des herbes.
assez classique en espace vert. C'est vrai que la différence entre des tuyaux, les tuyaux c'est l'assainissement, là c'est les espaces verts qui auront un nouveau quartier à entretenir avec un plan de gestion qui est associé à ces ouvrages hydrauliques. On le fait dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait faire assez classiquement. Le moustique tigre, c'est un moustique qui se reproduit principalement dans des hauteurs d'eau qui sont inférieures à 1,5 cm. Donc c'est pas beaucoup d'eau, donc votre maman a tout à fait raison de vider ses coupelles. Si tout le monde vidait ses coupelles, on n'aurait pas de problème de moustique tigre. Donc il lui faut très peu d'eau, il lui faut une eau qui est sans végétation. Donc on n'a pas de moustique tigre dans les mares ou dans les espaces végétalisés naturellement. On en a dans les pots de fleurs, dans les restes d'eau de flaques qui peuvent traîner ça et là. Donc il faut essayer d'appliquer ces règles individuellement pour que collectivement le moustique tigre cesse de se développer. Et puis si on a plus d'oiseaux, les oiseaux mangent le moustique tigre. Donc il faut aussi favoriser les oiseaux, les autres insectes, les chauves-souris, effectivement. Reconstituer un écosystème nous sauvera plus vite que d'enlever des bouts. Juillet 2021. Or, cette zone est rouge. Elle n'a jamais été inondée en 60 ans. Alors, elle a été faite, les gens de la DDT sont venus sur le terrain, ont fait le plan, et à partir de ce moment-là, cette zone, normalement, monsieur le maire, monsieur Claude Patrier, doit l'avoir à disposition, et ça se trouve en zone rouge. Parce que tous les étangs communiquent avec l'Aisne. Non, monsieur. Non, absolument pas. Regardez bien. Regardez. 95, vous pouvez aller voir, il n'y a jamais eu d'eau dans cette chose. Je représente l'association Soissonnais en transition. On se posait certaines questions, notamment sur les batraciens, parce qu'il y a énormément de batraciens, de reproduction de batraciens dans cette zone. Et donc on aurait voulu savoir, parce que là je ne l'ai pas vu dans la liste des espèces, si vous y avez pensé. C'est un pacte qui fait l'objet d'une enquête publique, donc vous avez pu voir ces éléments. Les batraciens, ils sont principalement sur la zone sud et entre les deux étangs, en fait. C'est là qu'ils se promènent le plus. Oui, vous avez raison, il y en a qui traversent la route au sud, en allant rejoindre les autres étangs, enfin les mares plutôt, qui sont plus au sud. Bon, ça fait partie des déplacements de ces groupes d'espèces. On est principalement sur du craton commun et de la grenouille, les deux grenouilles, grenouille agile et la grenouille verte, qui se développent bien localement et on n'aura pas d'impact sur les zones de reproduction de ces espèces-là. Donc aujourd'hui, c'est préservé et toute la zone sud est un espace naturel où il y a très peu d'aménagements. Ce sont des aménagements qui vont se faire, j'allais dire, un peu en marchant, puisque c'est de la gestion et non pas de l'intervention qui est réalisée dans ce secteur sud. Sur Villers-Cotterêts, à Aramon, où ils ont fait des passages pour les batraciens. Aujourd'hui, les comptages qui ont été réalisés ne démontrent pas la nécessité d'avoir des crapauducs sur la partie sud, donc le projet ne prend pas en charge ces crapauducs. Bon, après, c'est peut-être un travail à réaliser à l'échelle de la commune de manière un peu plus précise pour avoir un recensement plus complet. Ça pourrait être un atlas de biodiversité sur l'ensemble de la commune qui là pourrait intégrer toutes les zones de marins, ce qui n'est pas connu aujourd'hui précisément. D'accord. Est-ce qu'il y a des arbres qui sont prévus à couper? Oui, dans l'ensemble de la zone, je voulais vous montrer, on l'avait montré lors de la dernière réunion, toute cette partie sud, où on a la préservation à la fois des zones de boisement, des abords de cours d'eau, donc la ripiscive de Solé, Peupleré, et des zones qui seront réouvertes pour préserver ou valoriser des zones plus d'élophytes, donc de roseaux et de végétaux qui vivent les pieds dans l'eau, et donc augmenter le potentiel pour la biodiversité. Sur l'interface, l'idée c'est d'avoir des espaces qui soient à dominance naturelle, mais permettant aux gens d'avoir aussi une activité ludique, donc les jardins familiaux, le verger et un grand espace mixte de prairies et d'arbres, donc une prairie coplantée en fait, d'arbres. L'ensemble des voies sont végétalisées avec des places de stationnement et de la végétalisation, et évidemment toutes les nouvelles formes de végétalisation. Donc on a
a une quantité de végétal importante, puisque au lieu d'avoir des tuyaux, on a des espaces ouverts avec de l'herbe et des arbres qui sont plantés régulièrement. Hein, et les feuilles des arbres et l'herbe est gérée comme dans un espace vert. Et vous savez quelles espèces d'arbres? Quelles essences on va avoir? Alors, on est préférentiellement sur des essences locales, donc à peu près pour 60-70%, hein, et puis plus ponctuellement, on a des arbres plus diversifiés, horticoles, et majoritairement sur des essences locales avec une gradation entre uniquement locale sur toute la partie naturelle et avec une plus grande diversité sur la partie urbaine, on va dire, du quartier. On pourra vous redonner, j'ai pas toute la liste d'essences. Moi, je suis botaniste, hein, donc je peux vous donner ça, je peux vous donner une liste à tous de toutes les plantes avec leur nom latin, mais on peut voir ça ensemble. On a déjà essayé d'aller à pied, par exemple, de l'endroit où il y a l'entreprise Maillard jusqu'à la boulangerie, par exemple. Alors, actuel n'est pas prévu de passage, que ce soit en souterrain. N'est pas prévu de passage nouveau, que ce soit en souterrain ou en pont par-dessus la voie ferrée. Donc oui, pour aller à pied dans le centre-ville de Crouy, c'est par la rue Maurice de Crouy. Donc là où il y a l'entreprise de Palette, où il y a le... Comment ils vont faire? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'y aller, là, de l'entreprise Maillard à la boulangerie? Est-ce que quelqu'un oui, on sait que les trottoirs sont étroits. Une question au niveau de l'architecture des bâtiments. Au sujet des toitures, tout à l'heure vous avez parlé des murs en pierre, mais des toitures, ce sera de la tôle et de la couleur évidemment, de la qualité des matériaux. Les toitures des logements en pierre proposés par M. Perrodin seront en tuiles. Et c'est des toitures à 2 pentes en peinture. Couleur rouge? Couleur naturelle, oui, ce sera couleur rouge. Oui, c'était levé tout à l'heure. Oui, je reviens sur le problème de voirie tout à l'heure. En fait, j'avais une idée, c'était... il y a l'ancienne voie ferrée là, qui rejoint Crouy et qui n'est plus du tout utilisée. Est-ce que ça ne serait pas une possibilité de faire un passage, une rue? Elle rejoint la voie ferrée normale. En effet, j'ai parlé d'une alternative. Comme on a dit plusieurs fois, toute la partie naturelle va être aménagée. Donc toute cette partie est va être en zone protégée. L'étude environnementale a montré qu'il y avait des espèces qui nichent à ces endroits-là et une biodiversité intéressante. Donc on va garder et aider au développement de cette biodiversité. Donc il n'y aura pas de passages qui vont se faire ici. Mais rien n'empêchera de passer entre les 2 étangs pour ensuite rejoindre les zones de délaissées ferroviaires, aller rejoindre le pont de Maubeuge. C'est pas ici que je pensais c'est ici. En fait, c'est là. Ah oui, bien sûr. Et là, il y a une voie ferrée qui passe. Oui, aujourd'hui, les gens peuvent marcher sur cette voie ferrée, mais à l'heure actuelle, ça reste une voie SNCF et qui reste dans le giron SNCF et qui mène à Veralia, à l'entreprise à la verrerie de Moreau, qui aujourd'hui, l'ensemble des poids lourds qui rentrent et qui sortent de la... Enfin, l'ensemble des matières premières et de ce qui est fabriqué à la verrerie sort en poids lourds, mais quand on voit la quantité de camions et le prix de l'essence, peut-être que dans 5 ou 10 ans, Veralia verra un intérêt à remettre sur des trains les dizaines et dizaines de camions qui rentrent et qui sortent dans le site. Donc c'est pour ça que la SNCF garde en réserve ces voies qui serviront peut-être pour demain. Allez, s'il y a une dernière question. Non. Bon, je voudrais vous rassurer, monsieur, sur la zone PPRI. On l'a trouvée, la zone PPRI. C'est pas là. C'est pas celle-là. Regardez bien, il y a 2 plans. Non, mais il y a 2 plans. Attendez. Je vous dis qu'il y a 2 plans. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez certes la zone du côté de Intermarché. Et c'est peut-être de celle-là que vous parlez. Moi, je vous parle de cette zone-là, qui, elle aussi, est considérée comme une zone de desserte de laine. Bon, on va reprendre ça à la fin, parce que ça va être l'heure de la soupe, on va pas embêter tout le monde pour la zone PPRI. Mais je retiens que vous êtes un spécialiste du SCOT et venez me voir. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour les échanges qui, si parfois même sont un peu rudes, restent toujours bienveillants
Ce que j'observe, c'est comme dans toute la vie, de toute façon, les problèmes d'aménagement de voirie, les problèmes de circulation, les problèmes d'incivilité, on a les mêmes problèmes, quel que soit le village, la ville, ou même dans les grandes métropoles. Ce que je propose quand même, c'est que sur la rue Léon Natier, je crois que c'est celle-ci, hein, qui pose quand même, à mon avis, un problème, c'est qu'on réfléchisse, nous, au niveau de Grand Soissons Agglomération, pour mener une étude. Alors, j'ai pas dit qu'on avait payé toute la voirie, hein. Ça, il faudra que vous regardiez avec votre mère. Hein. Mais moi, ce que je propose, c'est que, même s'il n'y a pas un impact direct sur cette voirie de l'écoquartier, on va prendre cette étude en charge. On ira interroger, attendez. Dans cette étude, on ira interroger les riverains. Moi, c'est comme ça que je travaille. Puis après, moi, je mets une tente sur la rue, puis on discute dans la rue. On ne discute pas dans une grande salle comme ça, on va directement sur le site. Donc on va travailler comme ça. Nous, on est rue Maurice Dupuis. On ira vous voir, d'accord? Dans l'étude, ils iront vous voir. Et à partir de là, on verra s'il y a des aménagements qui peuvent se faire avec le temps, parce que la voirie, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. Et dès qu'on veut travailler en surface, on se rend compte qu'il faut travailler en sous-sol, parce qu'il y a l'assainissement, il y a les réseaux d'eau, il y a les réseaux GRDF, EDF, etc. Donc il y a vraiment des études, c'est pas simplement de la surface. Donc on va réfléchir à ça avec une petite mission qu'on confiera à RAA, qui sera pris en charge par Grand Soissons Agglomération, charge après à la commune d'augmenter les impôts pour finir la voirie. Voilà, en tout cas, merci de votre présence, et puis à très bientôt. Parce que c'est pas que le papier qui, lui, se récupère. Le pauvre maire, moi, je préfère être maire de Soissons. Moi je sais pas, ça va faire une catastrophe. Puis la Blanc, c'est pareil. Là, quand on va payer à deux, vous allez voir. Ah ben là, tu vas donc là, vous serez bien content qu'il y ait l'agglo, là. Ouais. Non, mais le projet est très Vous ramenez de l'accession à la propriété, vous ramenez des jeunes avec des enfants. C'est le maximum, la maison. Ça fait penser aux 200 000 euros.